Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Next is Different de Day One avec aujourd'hui, on a la grande chance, un peu comme d'habitude, faut quand même le dire, d'avoir de très intéressantes personnalités autour de la table virtuelle. Ce webinaire est fait avec le Cercle Montesquieu et plus précisément la Factory du Cercle, qu'on remercie beaucoup. On attend 120 personnes qui vont rentrer au fur et à mesure. Et puis aussi Epic, on va en parler. Merci à la Factory, merci à Epic d'être présent. Autour de cette table virtuelle pour parler d'un sujet qui est a priori très très simple quand on explique, extrêmement complexe quand on le met en œuvre, on va voir, digitaliser et gérer et tout ce qui est gouvernance de la donnée juridique. On a Stéphanie Smat-Pinelli. Bonjour Stéphanie, qui est directrice juridique contentieux groupe Orano. On a Christian Lehir, bonjour Christian, directeur juridique de Natixis. On a Amélie Debro, qui est co-responsable de la Factory du Cercle Montesquieu. Et puis Jean-Pierre Hulmeau, qui est area vice-présidente Continental Europe de Epic. Bonjour Jean-Pierre, on est ravis de vous avoir. On va juste faire la petite minute quand même de présentation de la Factory du Cercle. Amélie, si tu peux nous en parler en une minute. Après, on ira dans le vif du sujet parce qu'il nous reste 53 minutes et on a énormément de sujets à couvrir. Amélie, qui est en mute. Oui, pardon. Merci Olivier, merci à toutes et à tous et aux participants d'être présents ce matin. La Factory du Cercle est donc un groupe de travail qui a été créé au dernier trimestre 2018, je parle sous le contrôle de Maïlis, et l'idée était de répondre aux besoins des directeurs juridiques de pouvoir les accompagner dans leur transformation et la conduite du changement. Parce que je l'ai déjà dit et je vais donc me répéter, mais les vieilles recettes de grand-mère et les préceptes de « j'ai toujours fait comme ça, je ne vois pas pourquoi ça changerait », ça marche pour les recettes justement de la tarte aux pommes et de la confiture, mais ça ne marche plus pour l'exercice de notre profession. Donc l'objectif de la Factory du Cercle est double. Donc c'est à la fois construire un écosystème qui favorise la transformation des directions juridiques et donc dans des conditions optimisées plutôt que d'être seuls et isolés, puisque nous sommes tous normalement en train de faire le même effort ou en tout cas en train d'en baver. On souhaite également, au travers de la Factory, répondre concrètement aux besoins des directeurs juridiques dans les recherches de solutions pratiques. Alors aujourd'hui, je suis toute seule à représenter la Factory, mais je ne suis pas toute seule à l'animer. Il y a également Olivier Bellondrade, qui est vice-président du Cercle Montesquieu et qui est directeur juridique de la Banque Postale Assurance. La Factory compte à peu près une quarantaine de membres. Et on propose régulièrement des ateliers sur des sujets d'innovation et on présente certaines legal tech, également du legal design. Et la dernière présentation que nous avons faite, c'est donc le guide de l'innovation que nous avons lancé à la fin de l'année 2020, qui a été donc co-créé avec les factoriens, puisque les membres de la Factory s'appellent les factoriens, et avec l'aide justement du legal design, accompagné par Amourabi. Merci beaucoup Amélie, très intéressant tout ce que fait la Factory du Cercle, il faut toujours les suivre. Je vais juste partager, vous allez voir la slide vraisemblablement la plus complexe que vous avez jamais vue de votre vie entière, pour juste donner quelques tout petits concepts extrêmement simples, et vous allez voir qu'on va devoir les suivre au fur et à mesure lorsqu'on est en train de travailler sur cette gestion et gouvernance de la donnée. J'espère que vous voyez mon écran. Et les questions qu'on va se poser, vous allez voir que, juste avant de donner la parole à Stéphanie, sur cette donnée-là, il va falloir quand même se poser beaucoup de questions sur qui fait quoi, qui a le droit de voir quoi. Mais les premières questions qu'on va devoir se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on va justement articuler ce nouveau mix, en fait, de l'humain et de la machine, du juriste d'entreprise et
du digital pour articuler cette donnée. Et la première chose qu'on va regarder, vous allez voir que c'est très intéressant d'avoir les témoignages de Stéphanie Smat-Pinelli et de Christian Levire sur ce sujet précisément, c'est où est la donnée. Déjà, c'est de savoir la sourcer, qui est un sujet qui n'est pas si simple que ça, puisqu'on n'est pas en train de parler de une ou deux données, mais on est en train de parler de milliers de données potentiellement. La deuxième question, c'est de savoir c'est qui l'a saisie. On voit trop souvent dans les entreprises qu'elle est saisie dans de multiples bases, où elle est ressaisie. On s'aperçoit qu'il y a des coûts opérationnels, des coûts cachés qui sont vraiment très importants parce qu'il y a une multiple saisie. Qui dit saisie dit aussi non seulement coût opérationnel, mais risque d'erreur. Qui doit la valider? On commence à réfléchir sur ces sujets de gouvernance. Ce n'est pas parce qu'il y a une donnée qu'elle est forcément bonne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la valide. L'autre point, c'est qui doit l'utiliser. On va voir aussi qu'il y a des données qui sont possiblement ouvertes à toute ou partie de l'entreprise, des données qui sont vraiment réservées, ultra confidentielles, qui certaines d'ailleurs relèvent même du secret d'affaires, donc ils vont savoir gérer cette gouvernance pour qui va l'utiliser. Il va falloir la mettre à jour. À peu près toutes les études montrent qu'une base de données est obsolète à peu près de 30-35% par an. Si vous n'y touchez pas, bah, au bout d'un an, votre base de données, 30-35% est totalement faux parce que bah, les données changent, les données vivent. Et puis enfin, il va falloir aussi avoir quelqu'un ou quelque chose, on va en parler, ça peut être une machine, ça peut être automatisé, qui va supprimer la donnée lorsqu'on n'en a plus besoin, pas seulement pour des raisons de RGPD, mais pour des raisons aussi de stockage. Vous allez voir, c'est aussi un sujet important parce qu'il y a des coûts, il y a même un impact sur l'environnement de ce qui est cette donnée, de gérer ces données. Voilà, je voulais juste avoir ces six petites actions qui sont toutes petites, toutes simples, qu'on comprend parfaitement bien, mais qui en fait sont assez compliquées à mettre en place dès qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, ce que je vais faire tout de suite avec Stéphanie Smat-Pinelli. Stéphanie, tu as pris ce poste de directrice juridique contentieux groupe Orano, et très très vite, tu as été confronté ou tu as voulu lancer le sujet de justement sourcer et comprendre où était la donnée et comment l'utiliser. Si tu peux nous en parler un petit peu. Volontiers, merci Olivier, bonjour à tous. Alors en revanche, j'ai été très attirée par la slide la plus complexe que nous n'ayons jamais vue, mais je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas si j'ai eu un écran noir. Je ne sais pas si je suis la seule. Non? Ah bon? Bon, Je te l'enverrai, je te l'enverrai. je regrette parce que bon, j'imagine qu'elle retraçait donc ces questions essentielles que tu posais. Alors effectivement, je suis arrivée en poste il y a 1 an et demi après une vacance d'1 an et demi. C'est-à-dire que mon poste avait été, vacant et qu'on avait dû répartir, les contentieux dans les différentes BU. Parce qu'Orano est organisé très rapidement, mais c'est important pour le bénéfice de notre discussion, en 6 business units. Donc chaque business unit travaille de manière autonome, mais néanmoins, pour ce qui concerne l'activité contentieuse, je chapeaute l'intégralité des contentieux de toutes les BU. Donc, j'ai vocation à travailler avec chacune de ces BU qui sont chacun de mes clients internes en réalité. Donc, ça rajoute de la complexité parce que même au sein des BU, évidemment, l'activité est elle-même morcelée sur différents territoires. Donc ma première difficulté, ça a été de prendre connaissance des dossiers en cours et des contentieux qui étaient pendants devant les tribunaux parce qu'il fallait que je me les approprie et que je ne passe pas à côté d'un délai procédural, par exemple. Donc évidemment, j'ai été accompagnée, mais il n'était pas non plus question que je sois assistée. Donc je me suis dit que forcément, il fallait que je commence à regarder ce qu'il y avait sur le serveur. Et c'est là que, alors sans absolument et loin de moi l'idée de critiquer qui que ce soit, au contraire, il y a un gros travail qui avait été fait, mais malheureusement, cette période de vacances a fait que tout était totalement en friche. Donc, premier travail, ça a été d'essayer de reconstituer les dossiers. Alors, honnêtement, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, mais j'ai dû aller regarder dans tout ce qui existait sur le serveur et qui était accessible. Parce que ce que j'ignorais à l'époque, c'est que finalement, je n'avais accès que peut-être à 1/5 de ce qui pouvait exister sur les dossiers. Donc, c'est cette question, effectivement, de faire ce travail de friche sur tout ce qui existe. Très difficile, donc je l'ai fait seule, en posant certaines questions, en essayant de regarder très simplement, et pardon si mon propos est particulièrement concret et un peu simpliste, mais par date en fait, tout simplement, par date de dossier, qui avait mis quoi dans quel dossier, mais ça a été vraiment difficile.
C'est pour ça qu'effectivement, je me suis lancée assez rapidement dans ce travail, dans cette proposition, avec un groupe de travail qu'on a appelé au sein d'Orano. Enfin, au sein d'Orano, on a ce qu'on appelle le master plan, comme probablement dans beaucoup d'entreprises, qui est orienté autour de de l'excellence opérationnelle. Et dans ce cadre-là, on a mis en place un petit groupe de travail de 5 personnes qui a consisté à essayer de réfléchir à comment déjà, ne serait-ce qu'au sein de la DJ groupe, on pourrait essayer de capitaliser sur les documents que les uns et les autres disposaient dans leur serveur personnel, essayer de procéder à une espèce de partage de tous ces éléments-là. Alors, ce travail-là, en fait, a évidemment révélé un certain nombre de sujets culturels, et je pense qu'on en reparlera. C'est qu'est-ce qu'on ne partage pas, est-ce qu'on a l'habitude de partager? Alors moi, venant de 10 années en cabinet d'avocat, le sujet ne se posait pas pour 2 raisons. La question du secret, en réalité, je ne m'étais jamais posée puisque, évidemment, par essence, tout était protégé. Donc, il n'y avait pas cette problématique de secret. Et la seconde était qu'en fait, c'était comme ça. On avait ce qu'on appelait une GED et tout était dans la GED. Et en fait, on fonctionnait comme ça depuis 10 ans. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le fonctionnement en entreprise. Donc, il y a eu cette question culturelle qui a été essentielle. Et puis, cette question de défrichage. Et je vous en dirai un peu plus. Je ne vais pas du tout monopoliser la parole, mais j'ai été vraiment confrontée à des problématiques très, très concrètes de se dire qui partage quoi, comment on partage et comment surtout on crée des outils qui soient des outils collaboratifs et partagés et dans lesquels chacun puisse accéder à des éléments tout en donnant en contrepartie accès aux autres. Parce qu'on retrouve ce problème culturel, c'est-à-dire que on peut donner accès, moi j'ai aucun problème évidemment, mais il faut qu'en contrepartie, évidemment, la personne en face joue le jeu. En fait, il y a tout ce jeu d'équilibre aussi. Et le problème, c'est que dans les contentieux, souvent les choses sont très confidentielles, notamment en matière pénale. Il n'était absolument pas question qu'on ouvre les dossiers de nature pénale à l'ensemble de l'équipe. Donc forcément, en face, on nous oppose aussi d'autres secrets qui sont des secrets d'ordre commercial, de secret des affaires plus généralement. Donc il y a effectivement tous ces sujets. Je pourrais peut-être vous dire plus tard dans un deuxième temps comment on a fait, mais voilà en tout cas à quoi j'ai été confrontée en arrivant. Merci Stéphanie. Surtout, tu m'as aussi dit, pour être encore plus précis, pour voir la complexité, c'est que tu as parlé des données qui étaient sur les serveurs, mais il y en avait aussi sur les disques durs, voire il y avait aussi du papier. Donc, comme tu disais, tu avais peut-être accès à un cinquième, on ne sait pas en fait. Hein. C'est aussi la complexité, on est dans un monde qui se digitalise. Oui, il faut savoir que aussi sous le tapis, dans les tiroirs, dans les disques durs, il y a énormément de données. Et quand les personnes parlent, puisque tu as parlé de la vacance du poste de ton prédécesseur d'un an, la personne parle, le savoir part avec, puisque après les disques durs sont nettoyés, voilà, tout simplement par l'informatique et on perd tout. Donc c'est un sujet important. Ce sujet de chercher, d'avoir accès à l'information, Christian Lehir chez Natexi, tu as aussi lancé le projet, alors ça fait 2-3 ans, en train de travailler sur un data lake. Tu as démarré par ça en fait, c'est vraiment d'abord l'accès, c'est ce que je disais dans mon slide, sourcé, c'est où est l'information. Oui, effectivement, Olivier, c'est un de nos premiers piliers, un de premiers axes de travail sur l'élaboration d'un data lake. C'est d'avoir accès à l'information. Alors, pas nécessairement de créer un central repository, c'est-à-dire un outil qui contiendrait toute la documentation juridique, parce que pour un établissement comme le nôtre, ce serait trop grosse ambition. Côté de la direction juridique, nous avions une GED aussi, comme Stéphanie le mentionnait. Je pense que notre GED, je l'ai mise en place il y a un certain temps, je dirais 20 ans. Et donc, dans ma grande naïveté, je pensais que on couvrait presque tous les engagements juridiques. En fait, on est très très loin de couvrir toute la documentation juridique et du coup d'avoir accès à toutes les données qui figurent dans cette documentation juridique. Je passe à un petit slide parce que j'ai vu Olivier qui met bien les slides compliqués. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, là tu fais très fort. Et voilà, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de le mettre en diapo. C'est un peu les sources d'informations dont on dispose. Et en réalité, elles sont multiples parce que chacun a, chacun, mais les grands départements ont leur propre
outil d'archivage. Donc, au niveau du legal, on a le nôtre, mais il y en a au niveau des middle financements, il y en a au niveau des back-office de marché, il y en a au niveau de la direction générale. Et donc, l'accès à ces sources d'informations est très compliqué, d'autant qu'ils utilisent des systèmes informatiques différents et jusqu'à même, malheureusement, des simples répertoires bureautiques. Et donc, avec la problématique que tu évoquais tout à l'heure, l'accès est une chose, mais après, quelle est la qualité de l'information qui figure dans ces bases, quoi. Et donc, comment dire, c'est de savoir aussi si la donnée qu'on a est encore valable, si elle n'est pas périmé, si le contrat n'est pas résilié ou terminé, etc. Donc c'est une grosse difficulté et c'est vraiment la première étape, c'est accéder à la source d'information. Oui, merci beaucoup. Peut-être Jean-Pierre, avant de faire un point avec Amélie, Jean-Pierre, c'est sur Epic. Peut-être tu peux nous faire un pitch de 30 secondes sur Epic, Ouais, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Epic. C'est des sujets en fait qu'Epic voit et traite, j'allais dire de façon exponentielle en fait en ce moment. Oui, tout à fait. Donc déjà, Epic, c'est Epic avec un Q et pas un C. Donc, j'ai pas de licence Fortnite pour vos enfants. Déjà, c'est important de le dire. Nous existons depuis 30 ans. Nous sommes un leader mondial du secteur des services juridiques. On fournit des services technologiques uniquement pour les fonctions juridiques. Et effectivement, de par notre grande expérience dans tous les domaines de l'e-discovery, qui est certainement quelque chose qui vous parle si vous avez des filiales aux États-Unis ou en Angleterre, on voit effectivement le besoin très important de pouvoir aller chercher les données et de pouvoir les organiser pour notamment se préparer en cas de litige, dès qu'en fait il y a une investigation interne-externe de la part des autorités, et donc on va pouvoir y revenir. Donc on voit effectivement une demande très très croissante, et ce qui est très intéressant pour le marché européen en dehors de UK, c'est que en fait les technologies qu'on utilise depuis des années pour le mode anglo-saxon sont directement accessibles maintenant en mode self-service par nos clients sur l'Europe continentale. Donc on a une formidable accélération. Et juste, vous avez parlé des données. Sur les données, il faut quand même savoir que vos organisations ont investi les 10 dernières années 5 000 milliards de dollars juste pour archiver les données. Et en fait, pour vous, en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Donc, je pense qu'on va rentrer dans le sujet qui est comment organiser la donnée, comment mettre en place des politiques de rétention, d'archivage, de façon à pouvoir être très efficace en cas d'investigation et recherche interne. Merci Jean-Pierre. Amélie, toi qui vois un peu tout ce qui se passe à travers une échelle, les témoignages oui, de la Factory. Exact. Tout ce que Christian et Stéphanie et même Jean-Pierre disent font écho à ce qu'on entend au sein de la Factory, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme dans le monde de la restauration, trop d'hygiène tue l'hygiène, c'est ce qui fait que les continentaux ne peuvent pas boire l'eau du robinet quand ils voyagent en Afrique. Trop de données tue la donnée et donc l'information. Et ce qui est important également pour tous celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'on a l'impression que du coup la montagne est beaucoup trop haute et importante à franchir, c'est qu'il faut se poser la question de la donnée pourquoi? Est-ce qu'on veut de la donnée pour la survie de l'entreprise ou est-ce qu'on veut de la donnée pour la productivité et l'efficacité du service juridique? Déjà, si on commence par faire le tri entre ces deux catégories de données, on arrive à essayer d'arriver dans un espèce d'entonnoir pour nettoyer. Parce que une fois qu'on a parlé de la quantité astronomique de données qui est produite par nos entreprises et nos services, donc l'entreprise d'une manière générale dont la direction juridique a besoin, mais aussi le service juridique, lui tout seul, qui produit des quantités astronomiques de données, il faut être capable, avant même de commencer à cartographier et de faire tout ce dont tu parlais, Olivier, en propos introductifs, sur la source et qui utilise, qui accède où et quoi, c'est commencer par trier, poser sur la table comme un jeu de cartes, à quoi sert la donnée. Ces deux, il me semble,
ces deux catégories, la survie et l'efficacité de la direction juridique, la survie de l'entreprise et l'efficacité de la direction juridique semblent être un bon début en tout cas, pour commencer à franchir la grande montagne de la donnée. Alors, on aurait peut-être pu définir ce qu'on entend par données, puisque les données, c'est aussi compliqué. Les données, un contrat, c'est une donnée, mais au l'intérieur d'un contrat, vous avez de multiples données qui peuvent être aussi bien les délais de paiement que la clause de responsabilité, que le montant du contrat, que le type de contrat, que les parties, que les adresses, que le RCS. Tout ça, ce sont des données, en fait. Un contrat, c'est qu'une accumulation de données juridiques, financières, techniques et opérationnelles. Et je parle que du contrat. Si on part dans le contentieux, on a aussi de multiples données. Et puis, si on parle des échanges avec les avocats, ou des échanges entre juristes, ou des échanges avec les clients internes, que l'on soit, puisqu'on est sur Teams, que l'on soit en échange de Teams, ou qu'on soit en SharePoint, ou qu'on soit en email, on s'aperçoit qu'on a des données, Jean-Pierre, partout, et avec même des ruptures, si je puis dire, de conversation. On peut avoir d'une première conversation sur Teams, continuer par email, qui se finit dans un petit chat de SharePoint. Et à la fin, on ne sait plus en fait comment la conversation a été structurée, ne serait-ce qu'entre deux individus déjà. Tout à fait. Et en fait, Olivier, si je peux juste en quelques secondes vous donner vraiment quelque chose de concret, vous expliquer quelle est la difficulté aujourd'hui. On est tous en télétravail depuis le début de la pandémie. Il y a 300 millions de télétravailleurs. On travaille tous sur Teams dans les organisations. Et je voulais vous montrer la complexité quand vous devez rechercher la donnée. Donc, juste si je peux partager mon écran. Hop, je vais le partager tout de suite. Voilà, je pense que vous voyez à l'écran. Pas encore, ça devrait venir. Pas encore. Ça arrive, voilà, nous voyons. Voilà. Donc là, si vous connaissez tous Microsoft Teams, vous avez plusieurs façons d'interagir. Donc cet outil a été déployé très, très massivement les dernières. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous avez deux aspects, il y a l'aspect channel et il y a l'aspect chat. Okay, le channel, c'est quand vous appartenez à un groupe. Donc vous allez dialoguer. Je suis dans un groupe, je pars demain de ce groupe. Et en fait, il faut savoir que l'information que vous avez, elle est stockée dans la boîte Exchange qui concerne le groupe. Les données vont être stockées dans un site SharePoint. Donc ça, c'est pour les channels. Donc c'est dans un premier endroit. Le deuxième, si je peux avancer, la partie, alors je suis bloqué. La deuxième partie, c'est les chats. Alors les chats, c'est une conversation de one-to-one. À ce moment-là, ça va être stocké dans votre boîte aux lettres et les données vont être stockées dans un OneDrive, donc encore dans un autre endroit. Donc on imagine la complexité quand il va falloir regrouper l'ensemble. Ensuite, il faut savoir que par exemple, tout ce qui va être image, par exemple, vous avez quelqu'un qui va faire un approval avec des signes, ça va être stocké à un autre endroit. Donc, quand vous avez une investigation interne, vous allez rechercher qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'une conversation Teams, c'est très compliqué, c'est presque injouable. Et vous n'avez pas demandé à l'IT, ils ont d'autres choses à faire pour le faire. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est très simple, hein. Pour les directions juridiques, on essaie de les aider. En fait, il y a des solutions très simples. On a une solution qui est déployée, en France, dont les données restent en France. On va pouvoir, en 3 clics, récupérer les données Teams qui vous intéressent, et directement, elles vont être organisées de façon à ce que vous puissiez faire une revue très très facilement et dire voilà, ce cas-là, je le transmets à l'avocat ou pas. Et de façon à gagner du temps et évidemment économiser. Donc c'est un exemple vraiment de la complexité d'un outil qu'on utilise tous les jours, Teams, qui fait que quand vous avez une demande, c'est pas l'IT qui va vous aider, là vous pouvez prendre les choses en main. Et nous aujourd'hui on déploie beaucoup de ce type de solutions de par le monde. C'est-à-dire que tu vas pouvoir reconstituer cette conversation pour avoir des éléments de preuve que tu vas pouvoir fournir aux autorités ou que tu vas pouvoir faire en interne. Donc, par exemple, dans le cadre de débauchage de collaborateurs, on peut très bien savoir ce qui s'est passé. Notamment aussi, il peut y avoir des problèmes commerciaux sur des listes de prix qui auraient été autorisées, sur des accords. Il y a beaucoup de choses qui passent aujourd'hui. La donnée est très dynamique en fait. Hein.
il y a de l'audio, il y a des chats, il y a des textes. Il faut savoir que quand, par exemple, vous présentez un document, la personne, vous fermez le document, la personne qui l'a créé peut le modifier ensuite, et pour retracer le document, ben, c'est compliqué. Il faut des outils pour pouvoir le faire. Et là, nous, on sait que maintenant, c'est très simple de le faire. On a développé ces outils-là. Fort de mes expériences de e-discovery depuis 30 ans, bon, ben, c'est l'anglo-saxon, hein, l'héritage anglo-saxon qui fait ben, qu'on met en place ce type de solution, et c'est très accessible et surtout en mode self-service. Voilà. D'accord. Christian Lehir, sur cette recherche de l'information qui était dans ton projet, la deuxième étape. La première était l'accès à l'information, dont tu nous as parlé jusqu'à maintenant. La deuxième, tu m'as expliqué, c'était tout ce qui était recherche d'information. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que tu as mis en place au sein d'Atixis? Alors, effectivement, une fois qu'on a l'accès à toute l'information, à toutes les données du data lake, en quelque sorte, l'objectif, c'est d'avoir les outils qui permettent d'exploiter ces données. Donc, en fonction du cas d'usage, de réussir à prendre la donnée que l'on souhaite. Alors, bon, je vais pas revenir sur ce qui a été dit sur Epic, parce que, effectivement, nous, c'est des solutions qu'on utilise aussi, hein, mais on les utilise dans le cadre de contentieux, effectivement, anglo-saxons, américains, ou anglais ou asiatique, etc. Bref, en dehors de notre droit continental. On les utilise pas en fait en direct, ces outils, on les utilise par l'intermédiaire de nos cabinets d'avocats pour des raisons de privilège légal. Hein. Si on intègre ces données en interne, on a des risques d'après qu'elles puissent être exploitées par nos adversaires dans nos contentieux. Donc, on les utilise, ces solutions, en sous-traitance en fait, de nos cabinets d'avocats. Donc, on n'a pas travaillé avec ce type de prestataire chez nous en interne pour essayer de définir comment on pouvait accéder à nos données. C'est peut-être une erreur d'ailleurs. Mais on a fait des POC, on a fait ce qu'on appelle des proof of concept. On a fait avec 3 différents prestataires pour essayer de voir qui était compétitif dans ce qu'on appelle le retrieving, c'est-à-dire la récupération des données. On l'a fait sur le chantier du remplacement des indices. Vous savez que les IBOR sont remplacés, EONIA, SOFRE, etc., par d'autres indices en fonction de la réglementation européenne. Donc, on a essayé de trouver dans l'ensemble de notre documentation juridique où étaient ces bords. Et on a fait des POC avec 3 prestataires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais c'est soit pas très convaincant. Je pense que les technos sont encore pas mûrs ou pas complètement maîtrisés. On a eu un cas très convaincant, mais qui représente un coût de passage à l'échelle qui n'était pas acceptable pour nous. C'est-à-dire que quand on fait un test sur plusieurs centaines de contrats ou plusieurs milliers, en fait, c'est pas tellement le volume des contrats qui est en cause, c'est le type d'information qu'on recherche. Quand on fait un test, il y a beaucoup de manuels, en fait, beaucoup de manuels encore, et donc il y a beaucoup de tags. Et quand on doit passer à l'échelle, le manuel, il revient beaucoup trop cher. Donc, on n'a pas réussi à trouver des prestataires externes à ce stade pour nous aider. C'est peut-être un appel à candidature là, que je fais là aujourd'hui, du coup, j'en profite. Mais on a donc développé en interne, hein, puisque nous avons évidemment, dans un établissement comme le nôtre, des data scientists dans nos équipes informatiques, et donc il y a des data scientists chez nous qui se sont penchés sur la question, et on arrive avec des solutions internes à avoir des résultats qui sont plutôt satisfaisants. On a des taux de positifs jusqu'à parfois 97%. Alors, ça dépend des données, hein. Évidemment, chercher un mot, par exemple le LIBOR dans des contrats, c'est plus facile que d'aller chercher quelle est la clause applicable, la clause de droit applicable à un contrat ou à un groupe de contrats, parce que ça c'est autre chose. Hein. Être capable de lier les groupes de contrats entre eux de façon informatique, c'est excessivement complexe.
Là, on est en train de lancer un test sur les clauses de cession dans un groupe de contrats. Donc, sur la base de nos outils internes. D'accord. Stéphanie, si on reprend la chaîne de tout ce que tu as mis en place, donc on a bien compris hein, la recherche partout des données pour pouvoir faire un point. Après aussi, tu as pas mal testé d'outils, mis en place de modèles, mis en place de templates. Tu as pas mal travaillé sur comment utiliser, cartographier et structurer cette donnée. Si tu peux nous en parler un petit peu. T'es en mute, Stéphanie. Pardon. Je n'ai pas encore utilisé d'outils externes. Et pareil, ça peut être un appel à candidature parce qu'en écoutant ce qui se passe, je me dis qu'à un moment donné, on ne peut pas y arriver seul, avec toujours la limite budgétaire, effectivement, dont vous parliez à l'instant. Alors du coup, on a fait avec ce qu'on avait en interne et on a organisé ce qu'on appelle chez nous des cleaning day numériques. Alors pareil, c'est ambitieux, mais chacun, on s'est réparti les dossiers, on s'est dit, OK, alors précisément, on va faire ce travail d'essayer de hiérarchiser la donnée. Et j'ai bien aimé ce que vous disiez sur le sens de la donnée. Pourquoi la donnée? Et Amélie, tes 2 critères de survie, d'une part, et d'efficacité, d'autre part, sont des critères que j'essayerai d'appliquer et de dupliquer avec la limite du contentieux qui est en fait, dans un contentieux, on le voit, plus on garde de choses et plus finalement on va trouver un petit détail dans un email qui date d'il y a 8 années, qu'on aurait pu être tenté. Là, typiquement dans le cleaning day, je me dis, il y a des trucs qui datent de l'époque Areva, mais vraiment, enfin, des choses, voilà. Il y a toute l'histoire de la boîte dans des emails éparses dont on sait, et ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper frustrant, c'est qu'on sait qu'on peut avoir un trou dans la raquette de mail qui va être justement le mail qui va, d'une manière ou d'une autre, donner son sens à un échange. Donc ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est abyssal. Je ne sais pas comment le traiter, hein, je vais être très honnête. Quand je regarde et je me plonge dans ces espèces d'audits, d'échanges de mails pour essayer de comprendre la genèse d'un contrat, par exemple, qui a fait quoi, comment, etc., c'est ambitieux de faire ces cleaning day, mais en réalité, souvent, je garde beaucoup de choses. Donc, c'est un aveu de faiblesse, mais parfois je prends des docs, puis en fait je les fais juste glisser dans un autre que j'intitule différemment pour me permettre de m'y retrouver. Parce que quand il est dans un doc dont je comprends déjà pas le titre, ça va pas aller. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai fait des arborescences type dans tous mes dossiers. Donc j'ai demandé à l'équipe, on s'est posé en équipe et on s'est dit ok, donc en contentieux, généralement c'est grosso modo toujours les mêmes catégories. Les documents, ce qu'on appelle documents, la correspondance, la procédure et puis le suivi du dossier, tout ce qui concerne les honoraires avocats. Dans la procédure, on va avoir un dossier qui va être par exemple médiation, ensuite on va avoir le dossier fond, tribunal, et puis à l'intérieur, on aura les pièces adverses, les pièces machin. Donc un truc assez simple finalement, mais ne serait-ce que ça, je pense que c'est un outil qui est hyper utile, très simple, c'est de prendre le temps d'organiser la donnée. Alors certes, on prend beaucoup de temps à le faire et c'est là que l'aide d'un tiers et dont c'est le métier nous aiderait grandement. Mais déjà à notre échelle, comme travail, je pense, intermédiaire, ça permet vraiment de faire le filtre, déjà d'enlever les doublons, tout simplement, et de se dire, OK, on va avoir un dossier super propre, super clean, qui est, à mon sens, vraiment un outil de performance. Alors c'est un peu marketing comme phrase, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on gagne un temps, on perd beaucoup de temps au début, puis en réalité à la fin, c'est beaucoup plus facile. Là, je le vois dans des contentieux assez complexes de construction. Maintenant que tout est super structuré, je sais retrouver le contrat, l'avenant numéro 72, voilà, tout est dans un même dossier, mais finalement, ce sont des outils hyper simples. Mais le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire pour tout. Donc, c'est là que c'est bien, mais c'est temporaire. Donc, ça, c'est pour ce qui est du cleaning day et de ces arborescences. La deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on a essayé de mettre en place des guidelines, typiquement en contentieux. On en parlait, Olivier, quand on préparait le call. Tout ce qui concerne la politique contractuelle. C'est-à-dire que parfois, moi, j'avais tendance à tout garder des années précédentes en me disant, et c'est ce que tu disais, Amélie, il y a cette idée à la fois d'efficacité et de survie. C'est-à-dire que tous les modèles de contrat, moi, me permettaient de comprendre un petit peu comment on fonctionnait par le passé. Je prends l'exemple de contrat d'agent à l'étranger, par exemple. Il fallait que je puisse, moi, comprendre comment il fonctionnait par le passé pour éventuellement faire une sélection, peut-être pas tout garder. Et c'est là qu'on a fait
ce que du coup nous on a appelé les guidelines de contentieux pour la rédaction des clauses limitées, des clauses de. À ce stade, on a fait les clauses de loi applicables et les clauses de juridiction en extrayant de toute cette mémoire contractuelle ce qui me paraissait essentiel pour, avec aussi un système d'interview des parties prenantes qui étaient elles là depuis longtemps, etc. Mais on s'est dit, OK, on va essayer de faire des documents beaucoup plus efficaces avec des guidelines. On n'aura plus besoin de voir ce qui se faisait par le passé, mais on mettra des modèles de clauses. Alors, j'imagine que vous faites tous plus ou moins ça, mais moi, en tout cas, pardon, à titre personnel, ça m'a permis de comprendre ce qui se faisait par le passé et surtout d'anticiper à l'avenir pour qu'on arrête de nous appeler tout le temps en nous disant est-ce qu'on peut mettre telle clause, telle clause, telle clause pour ce qui concerne le contentieux. C'est de leur dire voilà le modèle qu'on vous propose sur la base de notre culture Orano, disons, mais vous avez telle et telle alternative possible. Donc, on n'a plus une seule clause possible, on a une clause typiquement de juridiction qui dit il faudrait qu'il y ait une médiation sur requête conjointe des parties et ensuite un arbitrage, par exemple. Mais l'alternative, c'est qu'il peut également y avoir une médiation à la demande d'une des parties et puis un arbitrage dans une autre institution. Et là, on leur donnait des arguments si jamais la partie adverse s'y oppose. Donc, on a fait un espèce de tableau avec des renvois. Alors, ça paraît très compliqué, j'espère pas trop abstrait, mais qui met option 1, option 2, option 3, et pour chaque option, des arguments à défendre devant la partie adverse si elle est récalcitrante. Donc, tout ça, en fait, ce travail finalement autour de la donnée, n'a pas uniquement eu vocation à faire du lavage et du cleaning du serveur, mais aussi à dégager des tendances. Donc, c'est aussi l'autre vertu de ce travail autour de la donnée et de la gouvernance de la donnée, c'est d'essayer d'en extraire des politiques contractuelles, par exemple. Donc, il y a vraiment... Enfin, tout ça montre à quel point ce sujet est éminemment important, parce que, in fine, j'espère, on va gagner du temps. Voilà, pardon, tout ça est assez décousu, on pourrait en parler des heures. Non, c'est très très clair. La difficulté, elle est aussi de ne pas faire que du one shot, c'est-à-dire qu'on va faire un cleaning day, puis on va nettoyer, puis on va faire une architecture, et puis elle est propre, on est content. Et puis après, on repart à notre quotidien, et au fur et à mesure, on voit que de plus en plus, la propreté disparaît, c'est que d'un seul coup, il y a de la donnée qui est inutile qui reste. Il est vrai, comme dit Philippe de Robert, que il ne faut pas non plus tout cleaner, tout supprimer. Il y a aux États-Unis et en Angleterre des Records Retention Policy qui sont très importantes. On peut avoir besoin, comme Philippe le dit dans le chat, d'informations qui datent de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. Ça, c'est important. Donc, pas supprimer sous prétexte de vouloir supprimer. Comment est-ce que, on va revenir sur l'humain dont tu parlais, Stéphanie, mais comment est-ce que de ce cleaning qui est pénible, il faut le dire quand même, on va transformer les comportements au quotidien, la compréhension des comportements au quotidien. Et pas seulement des juristes d'entreprise, parce que c'est toute l'entreprise qui doit travailler là-dedans. Et quand on est dans le contentieux ou dans le contrat, ce n'est pas les juristes, c'est l'ensemble de l'entreprise qui travaille sur les processus contractuels ou sur les contentieux de l'entreprise. Comment est-ce que tu as poussé dans le juridique et au-delà du juridique? Alors déjà, à notre échelle, on a essayé de rendre ce moment le moins pénible possible. Et alors là, je parle d'un temps qui a été très limité dans ma vie chez Orano, c'est-à-dire 2-3 mois avant le confinement, où on se mettait dans une salle de réunion autour d'un plateau ou d'un déjeuner, et on se disait, OK, on se met 2-3 heures dans une salle, tous ensemble, et on rend ce moment un peu moins désagréable en faisant un moment d'équipe récurrent. Alors ça, c'est important aussi, Olivier, parce que on a fixé des occurrences dans nos agendas tous les mois ou tous les mois et demi, 2-3 heures pour faire ça, sachant que chacun, à l'issue d'une réunion, avait en charge des dossiers. C'est-à-dire qu'on se disait, alors toi, tu feras ce dossier-là, cette BU, ce truc-là, d'ici l'échéance prochaine, et à l'échéance prochaine, on en reparle, parce qu'évidemment, in fine, c'est quand même moi qui devais valider pour que les collaborateurs, par exemple, commencent pas sur un moment de frénésie à tout effacer. Donc, je leur demandais de mettre ça dans un dossier qui s'intitulerait, par exemple, à supprimer. Et puis, au cleaning day d'après, on échangeait en se disant, tiens, moi, je suis tombée sur une présentation qui a été faite en 2014 sur les perquisitions, par exemple. Elle est hyper bien faite. On devrait la réutiliser. Donc, en fait, il y a vraiment eu un travail intéressant qui nous a permis de réunion en réunion, avec ce travail vraiment d'investigation, de se dire, tiens, on est tombé sur des choses hyper intéressantes, dans le contentieux machin, je suis tombée sur tel mail qui était mal rangé, etc. Donc, certes, encore une fois, c'est un peu fastidieux, mais je pense qu'il est essentiel de ne pas le faire seul de son côté déjà, et de le faire en équipe et de rendre ce moment un moment constructif pour l'équipe.
de se dire, voilà, ça nous a donné plein d'idées. Ces présentations qui étaient faites à l'époque nous ont donné envie de, du coup, décupler ça et de faire des fiches pratiques. Voilà, je vous donne des exemples très pratiques, mais voilà, le côté humain est hyper important, le côté équipe aussi, parce qu'en réalité, c'est un travail d'équipe pour que le travail puisse perdurer. Et au niveau de la DJ, au sein du CODIR de la DJ, où on est tous les directeurs juridiques de BU ou bien d'activités se retrouvent. On a heureusement l'aide de ce qu'on appelle les correspondants informatiques qui, eux, ont travaillé sur vraiment recenser nos témoignages respectifs pour essayer de faire une politique générale. Alors, on n'en est pas encore au niveau de pouvoir étendre ça à l'ensemble du groupe. Je pense que dans chaque direction, il y a ce travail qui est fait parce que ça fait partie de cet objectif d'excellence opérationnelle qui est dupliqué dans toutes les directions. On n'a pas de politique commune encore, on a un objectif commun, mais on n'a pas de méthode commune. Donc nous, au sein de la direction juridique, on a ces correspondants informatiques qui nous ont aidés à créer ces dossiers et qui ont, encore une fois, recueilli les témoignages des uns et des autres. Par exemple, ils ont repris mon arborescence pour certains dossiers. Donc on a partagé cette arborescence au sein de la DJ parce que tout le monde l'a considéré assez simple finalement et utile d'utilisation, enfin pratique d'utilisation. Pour les personnes qui sont plus sur des secteurs contractuels, ils ont aussi mis en place des arborescences qui ont été dupliquées. Donc l'idée, c'est à terme, je pense qu'il nous faudra encore quelques mois, voire au moins une année, d'avoir ces arborescences et ces outils communs pour qu'ensuite on puisse, et ça sera, c'est un autre sujet, donc je ne l'anticipe pas, on puisse partager. Parce que là, on n'est pas encore dans cette phase de partage, on est un peu dans la phase où chacun de son côté organise ses dossiers pour ensuite, et c'est vraiment l'objectif, on puisse les partager avec des dénominations communes, des choses, voilà, des intitulés communs, des référentiels communs. communes. Donc, voilà. Donc on fait, en fait, il y a deux travaux, il y a deux niveaux à ce stade. Il y a ce qu'on fait chacun dans nos équipes, donc typiquement la DJ contentieux, et puis ce qu'on fait aussi en CODIR régulièrement, c'est-à-dire tous les mois et demi, on débriefe un petit peu de ce qu'on a fait chacun pour essayer d'avancer comme ça. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a mis en place. Je ne sais pas si c'est une efficacité encore redoutable, mais ça le c'est un sera. travail qui est fastidieux, mais qui est indispensable et qui, oui, s'inscrit dans l'excellence opérationnelle. Il nous reste un quart d'heure, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas d'utiliser la petite main, c'est en haut, tout en haut sur Teams, et je vous donnerai la parole. Jean-Pierre, ce que Stéphanie, et après je donnerai la parole à Amélie qui vient de lever la main. Jean-Pierre, ce que Stéphanie ou ce que Christian voit sur leur entreprise, toi, avec Epic, vous le voyez sur des dizaines, des centaines d'entreprises. Oui. Il y a peut-être des petites choses que tu peux des petites astuces, oui, que tu tout peux à nous fait. donner, Alors, des bonnes pratiques. On le voit beaucoup et en fait, c'est fort de l'expérience qu'on a évidemment avec les clients internationaux. On voit aujourd'hui une demande du service juridique d'être beaucoup plus, je dirais, proactif dans un certain nombre d'éléments qui vont constituer la gouvernance de l'information. Et donc, on a une demande aujourd'hui et on y a répondu avec la fourniture d'une plateforme technologique qui va permettre, dans un premier temps, d'éterniser l'analyse de cas le plus en amont possible, c'est-à-dire en exploitant les données qui sont le plus accessibles facilement, d'aider proactivement de rechercher les termes inappropriés, des comportements déviants. Et bon, comme tout le monde ne peut pas se payer des data scientists, on met en place des outils d'analyse de données, d'intelligence artificielle, qui vont permettre d'identifier en fait là où les informations sont précieuses. Et en fait, et tout ça permettra d'améliorer la gestion des contrats. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que des acteurs, par exemple comme Microsoft, sont venus nous chercher pour les aider dans tout ce qui va être la politique, tout ce qui va être compliance. On est par exemple le partenaire de l'année chez Microsoft pour ces domaines-là, puisqu'en fait, il faut bien être en amont pour ensuite avoir les bonnes données. Donc c'est très important de pouvoir se concentrer sur l'information governance. Vous parlez des politiques de rétention de données, les politiques d'archivage. Nous, on considère que c'est un sujet qu'il faut vraiment aborder. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Mais c'est en tout cas un domaine qui est passionnant et il y a des transformations qui se passent actuellement. Et on voit, nous, on souhaite que les directions juridiques soient vraiment partie intégrante de l'ensemble de la chaîne d'information dans les organisations. Parce que c'est bien évidemment les juristes d'entreprise qui peuvent savoir si l'information est utile ou désormais inutile. C'est pas facile. Amélie, puis je vois aussi Yannick Chalmé. Amélie tout d'abord, après Yannick.
Très, très brièvement, je voulais aborder un sujet que les directeurs juridiques et globalement les directions juridiques ont trop de pudeur à aborder, le budget. Stéphanie en parlait. Il faut toujours là également faire, parce qu'on se dit, alors maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair dans comment est-ce qu'on peut clarifier la source des données et leur gouvernance, on se dit, mais j'aurai jamais le budget pour le faire. Il ne faut pas négliger cette réflexion parce que on se dit j'ai pas le budget pour le faire et donc par exemple les équipes de Stéphanie ont décidé de le faire elles-mêmes. Alors ça a un autre aspect vertueux sur l'esprit d'équipe et puis sur la manne d'informations qui ont été portées à leur connaissance à l'occasion de cet exercice. Mais il faut pas oublier que l'argent qu'on ne dépense pas maintenant peut potentiellement coûter énormément d'argent à la direction juridique, voire plus globalement à l'entreprise plus tard. Donc ce sont des arbitrages budgétaires qui sont à faire. Alors la conjoncture fait qu'on n'a pas tellement la possibilité d'ajouter des lignes budgétaires dans les dépenses qui existent et on préfère utiliser les ressources ou les forces en présence. Mais il ne faut pas oublier que les forces en présence, la journée ne fait que 24 heures et que ce que les forces en présence font aujourd'hui, elles ne font pas autre chose et il ne faut pas négliger les potentielles pertes budgétaires futures liées à un mauvais choix dès le départ. Merci Amélie, je ne peux qu'adhérer à cela. Yannick Chalmet, si tu voulais intervenir. Oui, bonjour à tous. Je voulais simplement vous donner peut-être la méthode que nous avons pour l'instant choisie chez L'Oréal. Je ne sais pas si on m'entend et si on me voit, si c'est bon. Parfait. Je pense que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas travailler dans son coin, c'est évident. Ça peut se terminer comme cela, mais en fait, au départ, la réflexion qui a été faite au niveau du groupe, c'est de dire la donnée n'est pas simplement une affaire au sein de la direction juridique, c'est quelque chose qui peut être gouverné au niveau du groupe. Et donc, on est parti sur une cartographie groupe, c'est-à-dire tous les domaines d'activité, business, recherche, etc., qui se traduit par effectivement un pôle et une directrice générale chargée effectivement des données en tant que telles. Et derrière, effectivement, on a réparti en fonction de domaines d'activité, dont le juridique est l'un des domaines. Donc, effectivement, c'est la sous-division pour parler juridique. Et derrière, dans le domaine juridique, à ce moment-là, effectivement, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va nommer, organiser les données. Et après, en fait, on va redescendre en dessous. Le choix qu'on a fait, que j'ai pour l'instant fait, après un exercice de foisonnement il y a 3 ans, c'est de dire comment est-ce qu'on peut engager une transformation de la direction juridique, effectivement, qui transforme effectivement vers le digital, par la mise en place de certains outils pour effectivement organiser la donnée, organiser les dossiers, et je pense qu'effectivement, organiser la communication entre ces différents outils. Alors, il y a des outils simplement de gestion. On parlait d'un outil de gestion du contentieux, outil de gestion du contrat, outil de gestion de plein de choses. Et puis derrière, il y a l'outil de la gestion de la donnée elle-même. Par exemple, issu des contentieux, issu des contrats, on va pouvoir tirer peut-être des informations intéressantes, de données, qui vont permettre effectivement, non pas de faire un centre de profit, mais de permettre de mettre à disposition d'un autre domaine d'activité du groupe un certain type d'informations qui vont, elles, être utiles pour éventuellement être, je dirais, vecteur de croissance ou bien de valorisation dans un autre domaine d'application. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, on n'y est pas encore, hein, je vous rassure, mais c'est un petit peu la dimension qu'on a choisie pour l'instant. Donc, des outils qui vont communiquer entre eux. Effectivement, un toilettage, et bien évidemment, on a tous des données. Pour ce qui nous concerne, je crois que je dois avoir en cours 3 outils de gestion des contrats, 2 qui sont obsolètes, mais qu'on a simplement en fait fossilisés, en se disant, bon, bah oui, les contrats sont tous morts, mais il y a des archives intéressantes, un jour on pourrait y avoir accès, et puis au fil du temps, parce que bah, des prestataires externes, des éditeurs ne font plus la maintenance, ou on a changé d'éditeur, bon, est-ce qu'on écrase, est-ce qu'on garde, dès lors que les contrats sont effectivement expirés, bon, quel intérêt effectivement de pouvoir les faire migrer, on sait qu'ils sont dans une boîte quelque part, et on va les chercher quand on en a besoin, assez rarement, effectivement, quand ils datent de quelques dizaines d'années. Voilà un petit peu comment la démarche qu'on a entamée. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire dans un espace large pour que les gens soient convaincus que c'est dans un espace commun qu'il faut effectivement avancer.
Merci Yannick. Tu t'abordes un sujet qui mériterait un autre webinaire. C'est comment est-ce qu'on va démontrer l'apport de valeur et mesurer à travers des indicateurs, soit les retours d'expérience au niveau des contrats, comme l'expliquait tout à l'heure Stéphanie, soit la valorisation, soit la capacité d'accompagner encore mieux la croissance et d'anticiper les Oui, risques. oui. Oui, le simple message que je disais, c'est qu'on n'est pas simplement gestionnaire de dossiers de contentieux, c'est de dire on est partie prenante d'une chaîne de valeur, et ça, c'est passionnant. Absolument. Eric O'Donnell pour Total. Eric, tu voulais intervenir? Oui, en fait, c'est surtout pour dire exactement la même chose que Yannick, et que c'est pas une question aux bornes du juridique. Et nous, quand on a voulu transférer nos dossiers d'un outil de gestion de dossiers à un autre, on a constaté, comme tu as dit tout au début, que la source, moi j'avais du mal à dire où était l'information, parce que la gestion de l'information était individuelle. Les dossiers étaient individuels, et le stockage est surtout dans l'Outlook. Donc, on a fait un sondage au niveau du juridique. Pour montrer que la gestion de l'information n'est pas bonne, elle était individuelle. Et on s'est rapproché à l'informatique en disant, écoutez, ça, c'est pas une question que du juridique. Le reproche que j'avais sur beaucoup des outils sur le marché était qu'ils disaient, bah, le juridique va gérer son information. Je dis, bah oui, mais nous, on habite dans un environnement qui est beaucoup plus large. Donc, moi, je pensais, j'ai été en contact avec Epic, hein, notamment, et j'ai trouvé cette approche assez intéressante. Donc, on s'est rapproché à l'informatique chez nous pour dire il faut des outils qui soient au niveau du groupe plutôt que juste juridique. Je pense que ça commence à bouger de ce côté-là. Merci Eric. On va aborder un dernier sujet peut-être avec Christian. Christian, l'étape d'après, avec ces milliers, dizaines de milliers de données qu'on doit traiter, ce sont les outils de BI, de Business Intelligence et de data visualisation. C'est ton chantier qui arrive, la data visualisation, qui va permettre de visualiser de façon compréhensible toutes ces données qui sont dans ton lac de données. Oui, effectivement, donc c'est le troisième pilier. Hein. Le premier, c'est l'accès à l'information, comme on a dit. Le deuxième, c'est l'extraction de l'information, l'extraction des données. Le troisième pilier, c'est la data visualisation, c'est-à-dire de pouvoir accéder aux résultats des recherches, des extractions qui ont été faites, et de pouvoir exploiter ces résultats. Et ce n'est pas c'est pas une partie non plus particulièrement simple. Pour l'instant, on n'a pas d'outils pour le faire, et donc on se retrouve avec des fichiers Excel, des choses que les informaticiens aiment bien, mais pas nécessairement les juristes. Et puis, on sent qu'il y a pas mal de problématiques qui peuvent se poser au-delà de la visualisation de la donnée. C'est un des éléments que j'évoquais tout à l'heure, c'est les liens entre les contrats. Si par exemple on cherche une donnée dans un contrat, que ce contrat a fait l'objet d'un amendement, il faut pouvoir faire le lien entre le contrat et l'amendement dans l'extraction de la donnée. Je vais prendre l'exemple d'un contrat où le taux est le Libor. Imaginons un amendement, c'est un cas très théorique, mais l'amendement dit c'est plus Libor, c'est Euribor. Ça veut dire que la recherche du Libor ne sert à rien, puisque l'amendement a prévu un autre indice de référence. Et ça, c'est des choses qui sont très très complexes à mener. C'est sur ce chantier qu'on va bientôt se pencher. Mais pour nous, le cœur aujourd'hui, hein, c'est de mettre en œuvre des cas d'usage d'extraction d'informations. Et parce que ça nous donne, ça répond à la problématique que soulevait Amélie tout à l'heure, c'est la justification des budgets que nous demandons.
C'est-à-dire que si on a des cas d'usage, par exemple là on est en train de travailler pour la trésorerie, pour définir dans les contrats des éléments de mobilisation des créances auprès de la Banque de France et de la BCE, on voit tout de suite que ça a un intérêt opérationnel immédiat, et donc ça nous permet de justifier davantage nos budgets qui, il faut le dire, hein, c'est assez peut-être impressionnant, ça paraît complexe, enfin c'est un sujet complexe, hein, mais ça n'induit pas des budgets informatiques démentiels hein, par rapport à ce que d'autres métiers. Et donc, le cas d'usage est notre sujet d'aujourd'hui, enfin, de l'exploitation de ces cas d'usage pour prouver que nos data lakes ont un vrai intérêt pour l'ensemble de l'entreprise. Oui, merci Christian. Je reprendrai le chiffre du début indiqué par Jean-Pierre, hein, 5 milliards d'investissements de capacité supplémentaire de stockage. Si on peut aussi démontrer qu'on stocke la bonne information, pas toutes les informations, et faire en sorte qu'on puisse maîtriser aussi hein, les coûts, c'est un bon sujet. Et puis, toutes vos entreprises sont très orientées sur le CSR. Sachez que les data centers dans le monde entier sont pour 4% de la consommation énergétique, 100 milliards de kilowattheures. Donc, ce n'est pas parce que c'est digital qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement, loin de là. Donc là aussi, c'est des sujets qu'il faut prendre en compte. Merci infiniment à tous. Olivier, oui, Olivier je voudrais juste évoquer un point, parce qu'on l'avait évoqué entre nous, mais c'est aussi de savoir partir à l'envers. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la signature électronique est quelque chose qui se développe énormément. Et l'intérêt de la signature électronique, c'est d'avoir des contrats qui sont déjà numérisés. Donc de pouvoir identifier en amont la data et donc de créer son data lake à l'envers. Évidemment, ça ne concernera pas les stocks, mais ça peut permettre aussi à l'avenir d'avoir un data lake de façon plus aisée, moins coûteuse, mais en partant de la fin et non pas du début qui serait le contrat d'origine. Oui, exactement. On en avait discuté. Deux annonces à vous faire. Une annonce très importante. Il y a un groupe de travail à Cercle Montesquieu, à FJE, sur le digital et la compliance qui est en train de mener une étude très importante. Répondez à ce questionnaire. Si vous n'avez pas encore vu pourtant les milliards d'emails ou de LinkedIn, vous allez simplement sur un site qui s'appelle digitalcompliance.fr, en un seul mot, digitalcompliance.fr. Répondez à cette étude. On a déjà plus de 70 réponses. On voudrait avoir plus de 100, voire 200 réponses. Ce serait magnifique, hein, puisque l'étude sortira au mois de juin. Et puis la dernière annonce, c'est que notre prochain webinaire, il aura lieu le 26 mars à 9h sur le Corporate 2.0, qui est un sujet d'actualité pour les entreprises, comment on va digitaliser tous ces sujets passionnants au niveau du corporate, du droit des sociétés, au niveau des AG, au niveau des boards, etc. Merci beaucoup Stéphanie Smat-Pinelli, merci Christian Lehir, merci Amélie Debro, Jean-Pierre Humeau, merci à EPIC, et puis merci à la Factory du Cercle, merci à tous d'être présents, merci infiniment, excellente journée à tous, au revoir. Merci Olivier, merci Dewan. Merci Olivier. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.